bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Camille. Comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Très bien aussi. On fait un retour sur ta conférence. Tu nous as fait une très belle introduction aux outils TO, technologie opérationnelle. Justement, ça a éclairé beaucoup la perception que les gens avaient de ces éléments-là, puisqu'on a vu dans un monde où il y a beaucoup de mythes, j'ai l'impression. Et en TI, on a un peu pas aucune compréhension finalement de ce qui se passe là-dedans. Donc, tu as fait une présentation. On ne revient pas sur ta présentation elle-même parce qu'elle est la voir, est encore disponible. Sinon, on va aborder principalement l'architecture de référence. Je vais te demander de réexpliquer un peu pour se partir. Puis on va aller plus loin. On va creuser ce sujet-là qui est très intéressant et d'autres éléments qui vont apparaître dans le cours de chemin. Parfait. J'aimerais ça juste ajouter au début. Je trouve ça vraiment cool qu'on fasse ça parce que dans le milieu, on voit beaucoup qu'il y a un fossé entre les TI et les TO. Puis j'espère qu'à travers ça, les TI vont s'intéresser, puis même les TO vont s'intéresser au plus aux TI. Comme ça, ce fossé-là qui existe va peut-être diminuer et on va être ensemble, travailler pour la même chose, pour la même cybersécurité. Je suis entièrement d'accord. On est tellement interreliés maintenant que ne pas le faire, c'est un peu de la folie à mon sens. Oui, exact. D'essayer de comprendre chaque dynamique de chaque groupe puis de travailler ensemble, finalement. Mais ouais. Tout à fait. Je vais te laisser amorcer sur l'architecture de référence, faire un petit recap justement pour nous rappeler c'est quoi, puis ensuite on va le creuser parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes et d'anomalies à aller regarder à l'intérieur. Oui, c'est sûr que c'est une architecture de référence qui est quand même très complète, fait qu'on va essayer de condenser ça un peu, mais c'est vraiment, c'est comme le titre le dit, c'est de référence. Donc, on va souvent voir des modèles en entreprise qui vont différer un peu, mais vraiment, on va chercher à avoir à peu près 5 niveaux de sécurité. Donc, en bas, tu as tout ce qui est les TO, tu as 3 niveaux, donc avec tout ce qui est les appareils TO. Dans le milieu, tu vas avoir la DMZ, que tout le monde, la plupart des gens qui vont écouter le podcast, d'après moi, vont connaître. Je ne vais pas expliquer ça. Puis ensuite, en haut, tu vas avoir le réseau TI. En haut, c'est tout ce qu'on peut penser, l'intranet, toutes les SAP de ce monde, toutes les choses qui vont vraiment gérer les serveurs mail, tout ce qui a accès à Internet, qui va être là, qui va rester dans ses niveaux 4 et 5 où ça va être juste entreprise. Après, qu'est-ce qui devient intéressant pour nous, c'est la DMZ où on va partager des services entre les TI et les TO. On veut s'assurer que ça soit là puis que ça aille un bon niveau de sécurité, un bon niveau de contrôle, d'essayer de voir avec les outils qu'on a. Puis ensuite, on a tout ce qui est TO qui va partir avec ton SCADA, tes HMI, ensuite on va descendre les niveaux, on va aller dans les PLC, puis ensuite on va aller jusqu'en bas où tu as les sensors puis les actuators qu'on appelle en anglais. Mais tout ce qui fait bouger les plans, s'il y a une valve à ouvrir, c'est tout là que ça va se faire. Entre toutes ces zones-là, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'amener de la défense en profondeur. Donc, on parle de mettre des protections entre les niveaux, soit des pare-feux. On va conseiller fortement des pare-feux. Ensuite, on va avoir des niveaux des solutions de sécurité. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les solutions de sécurité vont pas mal toutes se passer dans tout ce qui est en haut. Dans les TI, dans la DMZ, c'est vraiment là que tu veux avoir le plus de solutions de sécurité qui va t'aider à te protéger. Puis ensuite, dans tes TO, bien ça, on va en parler un peu plus tard, mais il y a beaucoup un manque de visibilité. Mais je pense que ça va être un des sujets pour d'autres questions plus tard. Oui, tout à fait. Bon, ma première question par rapport à ça, c'est que là, tu parles de firewall. Ça rajoute de la latence beaucoup dans les choses, donc on en verra très peu dans les couches du bas, contrairement, on va en avoir beaucoup plus dans les couches du haut. Ouais. Ouais, tu vois, ça c'est une question qui est intéressante par rapport à la latence, parce que oui, en TO, tu vas en avoir le moins possible, donc c'est pour ça qu'on va moins voir des protocoles avec de l'encryption, parce que tu veux pas avoir de la latence. Par contre, de pas avoir du tout de firewall pour cette raison-là, c'est un risque qui est peut-être plus grand. Après, dans les niveaux plus bas, il y a des façons vraiment d'aller segmenter tes niveaux. Donc, tu veux vraiment faire comme un groupe ou un enclave avec tes process. C'est là que tu vas mettre tes firewalls. Fait que les liaisons les communications qui doivent être rapides peuvent se faire dans une même enclave. Puis après, tu peux avoir un firewall qui va t'aider à te protéger, qu'il n'y ait pas de communication qui rentre que tu veux pas.
Mais ouais. Ouais, ben ça arrive. De toute façon, normalement, dans les modèles moi que j'ai vus réels, tu as des enclaves industrielles littéralement qui sont malheureusement un grand bloc, mais au moins qui viennent séparer là, entre ce que tu mentionnais, la DMZ. Dans ce cas-ci, la DMZ, elle a une fonction entre. J'aime pas ça que les TI puissent parler au TO, mais bref, c'est l'univers dans lequel on est. La DMZ, justement, elle sert à quoi et comment on l'organise pour rendre ça plus sécuritaire puis éviter des dérapages? Vraiment, on veut s'assurer que tout ce qui rentre dans la DMZ de un est vérifié et validé. Tout document, tout partage se fait par là et qui est validé. Par contre, il y a un peu un mythe. On va penser qu'il faut aller mettre aussi les share services dans la DMZ. Mais c'est pas nécessaire de mettre les share services dans la DMZ, vraiment pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller mettre ceux-là dans le niveau 3. Fait que c'est là aussi que souvent, on va voir comme tu sais, ça a mal été fait, il y a des problèmes parce qu'ils ont réussi à passer par la DMZ. Dans la DMZ, tu veux juste assurer le strict minimum. Tu vas avoir des historians qui vont être là, qui vont reprendre des données. Mais tout ce qui est, par exemple, quand tu vas mettre tes sécurités, tes niveaux de sécurité, ton Active Directory, quand tu vas mettre un SIM dans tes OT, tout ça, ça va être dans le niveau 3. C'est ça qui va empêcher aussi d'avoir des dérapages, comme tu as parlé un peu. Une DMZ, ça reste deux pare-feu, fait qu'il y a quand même une limitation de qu'est-ce que ça peut protéger. Fait pour protéger ça, pour pas faire de dérapage, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment d'aller mettre un enclave dans ton niveau 3 de ton Purdue Model avec toutes tes solutions de sécurité que tu vas utiliser dans tes TO, comme ton Active Directory, qui est pas une solution de sécurité, mais qui t'aide à ton entreprise, mais tu vas avoir ton SIM. Si tu as des EDR, mais tu veux t'assurer qu'ils soient dans cette zone-là puis qu'ils soient pas dans ton DMZ pour avoir des communications actives entre tes TO à ta DMZ puis jusqu'à ton IT. Ouais, donc ça implique que tes solutions de sécurité sont autonomes de tes TI à ce moment-là, puis sont vraiment TO. Puis là, probablement que le raccourci de le mettre dans le DMZ, c'est justement pour bénéficier du volet de TI pour tes mesures de sécurité. Ouais, exactement. C'est ça qu'on voit beaucoup parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a un coût à avoir deux solutions. C'est comprenable de vouloir essayer de les utiliser, mais c'est pas ce qu'on va recommander du côté sécurité parce que ça crée des chemins, des beaux chemins pour les attaqueurs pour rentrer jusqu'à dans TTO. Ouais, ben c'est pour ça que j'aime pas beaucoup que les deux univers se parlent parce que justement, les mouvements latéraux se font facilement. Puis si on met pas ça correctement, puis j'avais vu des très beaux setups à certaines époques, justement, tu vas être capable d'utiliser le convoyeur qui va te descendre jusque dans le TO, puis assez facilement d'ailleurs. Là. Exact, ouais. Puis aussi un autre exemple, c'est qu'on va voir souvent, tu sais, quand on va aller dans des sites ou des plantes là. On va voir souvent le réseau TO tout ensemble. Fait que tu vas arriver avec tes TI. Fait que tu vas arriver dans ta salle de conférence puis ton écran est connecté à ton TO. Fait que tu sais, t'es dans la salle de conférence puis tu peux faire un ping direct sur quelque chose qui ne faut pas. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant d'avoir le Purdue Model, ça te permet d'avoir une architecture de référence qui va te permettre d'aller placer ça puis qu'il y a des erreurs comme ça, d'avoir dans ta salle de conférence ton ordi qui est là, soit connecté à ton TO. Tu vas t'assurer que ça soit pas là puis c'est vraiment comme un aide à une meilleure gestion de ton architecture. Oui, c'est sûr, c'est ça que ça sort les modèles. Là, puis on en a aussi en TI des modèles qui justement nous servent à éviter les erreurs, même si les gens ne les suivent pas nécessairement. Puis s'il arrive comme dans une salle de conférence que tu es capable d'accéder directement à ton réseau TO, là, mais c'est vrai qu'une télé, c'est un automate, là, si on veut pousser ça très loin. Là. Mais c'est peut-être pas. C'est parce que la raison pour eux, c'est que souvent, ils faisaient des réunions avec l'équipe de production, fait que c'était facile de mettre comme les informations sur ça. Bon. Il y a une gestion de risque à aller faire. C'était facile de mettre comme les informations des tableaux, puis de eux faire leur réunion, puis de voir quel nombre de productions, etc. Mais ouais, faut pas le faire. Ouais, je suis un peu flabbergasté par ce genre de choses.
même si j'ai des racines très fortes TI, pour moi, ça fait aucun sens de brancher une salle de conférence sur le réseau Théo. Pour moi, de cette séparation-là doit être nécessaire, même si c'est plus facile. Tu sais, ça revient à dire, oui, genre, je veux absolument un accès VPN à mon réseau Théo à partir de ma cabane dans le bois parce que c'est plus commode. Non, on t'administre une centrale nucléaire. Non, on fait pas ça. C'est mal. C'est mal. Pour leur défense, il y avait une grosse sécurité physique. Il n'y a pas grand monde qui allait dans ces salles de conférence-là où les gens qui y allaient vraiment, c'était vraiment des gens qui géraient le plan pour leur défense. mais ouais, effectivement, non, c'est pas une bonne pratique à adopter. Tu veux essayer de minimiser tout ça, que ce soit vraiment juste dans le centre de contrôle, puis c'est là, puis c'est tout. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là, à ce moment-là, il y a toujours une présomption, puis c'est ça, tu le mentionnes. C'est difficile de rentrer sur site, donc tu présumes que c'est difficile de rentrer sur site. Ce qui, si une fois ça échoue, ben là, t'as ouvert grandement. Fait que là, on est en dehors justement du modèle de séparation, du modèle de référence, justement, parce que son modèle-là présume qu'il y a toujours des étapes, il y a toujours des choses qui vont échouer tôt ou tard. Puis moi, sécurité physique, ça finit, surtout sur des plans industriels, ça finit tôt ou tard par échouer pour une raison qu'on n'est pas capable de prévoir d'avance. Mais tu vois, ça me fait penser que en TI, à chaque fois que tu vas faire des assessments, tu vas vraiment essayer d'aller voir les mouvements latéraux puis de voir, OK, s'il y a quelqu'un qui rentre, qu'est-ce qu'il peut faire puis jusqu'où il peut aller. En Théo, ça commence. C'est pas la même dynamique qu'on va voir. On va plus voir les clients demander, es-tu capable de l'accéder? Si tu es capable de l'accéder, ben là, ils vont boucher le trou. Mais d'aller voir ensuite qu'est-ce qu'ils peuvent faire à travers les Théo, c'est plus rare qu'on va nous poser ces questions-là. On va vraiment comme vouloir bâtir qu'est-ce qui est autour pour protéger au lieu de vraiment à l'intérieur, parce qu'il y a des tonnes de choses que tu peux faire à l'intérieur d'un même réseau Théo pour essayer de diminuer les mouvements latéraux, soit d'avoir des enclaves que tu peux protéger, d'avoir on va souvent penser aussi que il y a souvent du Windows XP, des affaires très vieux, bien ceux-là, il faut que tu les mettes dans un coin très protégé. Je vais faire une parenthèse sur Windows XP, puis je vais sûrement me lancer des tomates par les gens à TI. Moi, quand on me dit ça qu'il y a un XP dans un réseau Théo, moi, je suis pas outré, là. Moi, je fais pas un post sur LinkedIn en disant c'est mal, c'est la fin du monde. Fallait que je le dise parce que ça m'énerve quand les gens en TI disent ce genre de choses-là parce que c'est une incompréhension grave du monde des TO. Mais oui, il y a des mesures à prendre quand il y a un XP puis on ne le laissera pas traîner. Non, mais ça fait partie de la réalité de ce que c'est. Il faut composer avec. Ouais, vraiment, mais ça amène l'autre point on va rester avec ces vieilles technologies encore là pour longtemps parce que ça coûte trop cher à changer des lignes de process au complet ou si tu appelles un de ces vendeurs-là. S'il existe encore. Oui, bon point. S'il existe, puis tu peux l'appeler, ben là, il va te dire que ça, si tu veux changer au complet, il faut que tu mettes toute ta ligne sur un nouveau système, mais ça va te coûter 1 million. Fait que les gens vont garder le risque d'avoir ton Windows XP, puis tu vas mettre tu vas mettre un firewall devant, un pare-feu, puis tu vas essayer de gérer ça comme ça. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Puis, de toute façon, tu parles de mouvements latéraux, c'est pas encore bien maîtrisé au niveau des TO. Je dirais qu'en TI, ça a pris du temps avant qu'on maîtrise ce concept-là de toute façon. Fait que, vous passez par les étapes, à mon sens, les mêmes étapes qu'on a passées en TI. C'est que là, c'est en train de se mettre en œuvre progressivement juste pour justement arriver à ces situations-là dans lesquelles avant, on présumait que parce que tu n'as pas accès physiquement sur le site, que tu ne pourras jamais avoir accès. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est d'autres choses. Puis les TO vont devoir s'adapter progressivement à ce changement de réalité-là parce que, c'est ça, en TI, avant, on faisait juste infecter un ordinateur. Maintenant, pouf, les mouvements latéraux sont apparus. Puis tranquillement, on est rendu. Puis en TO, c'est la même chose. Mais en même temps, les attaques, puis c'est pour ça aussi que ça va avec la maturité. Le niveau d'attaque qu'on a connu en TI est énorme avant qu'on commence à changer les modèles de référence. Vous avez déjà un modèle de référence qui est déjà en avance par rapport au nombre d'attaques réelles ou publicisées qui est en rapport à ça. Fait que tant que ça ne sera pas frappera pas l'imaginaire suffisamment, les gens ne bougeront pas beaucoup. Stuxnet, c'est un cas. Il n'y en a pas des cas publicités fantastiques, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est super intéressant, ça aussi, parce que, moi, je travaille au Canada là, en ce moment.
Puis des fois, j'ai fait des contrôles aux États-Unis, puis la dynamique change complètement juste par rapport à leur niveau de menace. Tu sais, au Canada, on est très gentil. Ça va bien. je touche du bois, là, je vais continuer comme ça, mais ça change vraiment notre façon à réagir face au Théo. Les gens vont être un peu moins enclins de mettre des choses sur les Théo, ou je te dirais, c'est soit ça, ils vont penser, ah non, l'impact est pas là encore, ou que leur réseau de TI est vraiment pas bon, fait qu'ils veulent mettre l'argent avant parce qu'il faut que tu protèges tes TI avant tes TO parce que c'est le premier, c'est le premier network qui va arriver pour un attaqueur, mais Absolument. La situation canadienne est particulière pour ça en Théo, pour l'avoir vu à bien des égards chez plusieurs clients, autant au Canada, en Europe et aux États-Unis. Il y a une différence assez importante dans la perception des choses. Puis j'explique régulièrement, c'est parce que nous, on n'a pas de menace réelle sur le territoire, du moins pas encore. On n'a pas comme l'Europe, on n'a pas connu vraiment des guerres comme eux autres ont connu de façon réelle. Avec le sentiment d'urgence qui habite les Européens ou les Américains, n'habite pas les Canadiens. Puis on est tranquille. Fait que ça transparaît aussi dans les mesures de sécurité de tant TI que TO, dans lesquelles on ne perçoit pas la menace comme elle devrait faire. Puis au moment où on enregistre, le gouvernement canadien commence à faire des choses sérieuses, pas juste en théo, mais globalement en cyber, commence à mettre de l'argent sérieusement. Donc, il y a un changement de paradigme, mais on est en retard de beaucoup par rapport à notamment à notre voisin. Oui, très en retard. On le voit. On le voit. Mais des fois, tu vas avoir des entreprises qui ont un point d'attache avec les États-Unis ou l'Europe. Donc là, tu vas voir que leur niveau de sécurité est un peu plus élevé. Mais malheureusement, quand c'est juste Canada, le niveau est un peu plus bas. Ouais, ou sont réglementés, là, comme le NERC, par exemple, tu as un exemple, où ils ont des obligations qui sont en place justement qui élèvent le niveau du jeu de façon assez substantielle, qui change un peu la donne, mais on est des gentils Canadiens. Oui, c'est ça, nous on ne l'a pas encore, mais tu vois, ça c'est bon, le NERC, il y a le TSA aussi qui oblige les gens oil and gas d'avoir des évaluations à tous les 2 ans. Ils appellent ça des VADR, Validated Architecture Design Review. Fait qu'eux sont obligés de faire ça. Puis en Europe, tu vois, il y a NIS 2 directive qui sort. Puis là-dedans, il y a des contrôles sur la sécurité Théo. C'est super intéressant de voir ça parce que ça sort de plus en plus. Nous, on est encore en arrière, mais on va voir. Il va tranquillement, là. Puis tu parles de NISDA en Europe. Il y a les OIV en France, notamment, laquelle je suis un peu plus familier, qui sont les choses infrastructures vitales. Ils appellent ça vitales, j'aime ça. Nous autres, c'est infrastructure, je m'en rappelle plus, en tout cas, sensible ici. On a la loi 26 qui est en cours fédéral, justement, qui vient justement baliser ce genre de choses-là. Ouais. Puis comme on est gentil, ben là, on est outré parce que ça a des exigences très fortes, là, puis il y a eu beaucoup de choses, puis le projet de loi, malheureusement, n'est pas encore, à ce que j'ai su, abouti. Mais pour moi, il est naturel qu'on ait ce genre de choses-là. Je comprends même pas pourquoi les gens se font la crise du bacon avec ça, parce que on est en retard. Fait que pour moi, c'est un élément important. Puis là, tu parlais du NERC, puis choses dans le gaz. Ces éléments-là obligent les milieux à monter leur niveau de façon très importante. Et justement, ça bénéficie de tout le monde, même si on est des gentils Canadiens. On se fait attaquer quand même parce qu'on a quand même pris un parti pris contre certaines puissances étatiques qui sont quand on n'est pas en accord. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des conséquences. C'est sûr. Puis, faut pas attendre que ça nous coupe complètement de certains services essentiels pendant trop longtemps, parce que c'est là que ça crée du chaos et tout, mais bon. On a eu la crise du verglas à Montréal. Je pense que les gens s'en souviennent assez. Ou peut-être qu'ils ont commencé à plus s'en souvenir. C'est peut-être pour ça qu'ils sont moins nerveux maintenant. Par rapport à ce genre de choses-là. Revenons par la château de référence. On a comme glissé un peu. Celle-ci, là, on a parlé d'un certain nombre de choses. Tu as sûrement beaucoup d'exemples de choses à ne pas faire que tu as sûrement déjà vu, que tu pourrais peut-être nous éclairer un peu. On peut parler un peu de l'accès à distance. Tu vois, ça, souvent, c'est
c'est un peu broche à foin parce que le Purdue Model, il en parle pas beaucoup. Fait que, ils vont comme insinuer que tout le monde le comprend, mais ça, les accès à distance, là, tu vas les voir rentrer dans n'importe quel niveau. Ça, c'est quand même intéressant de voir à quel point les gens peuvent être créatifs. De soit rentrer dans un niveau 3, niveau 2, là, qui veut dire que t'es vraiment dans le cœur de ton réseau OT, là. Puis là, t'as un accès à distance qui peut rentrer là. Des fois que t'as un vendeur qui peut rentrer là n'importe quand, puis qui peut aller faire ce qu'il veut. Il faut vraiment mettre des contrôles par rapport à ça. Ça, c'est pas très, très bien expliqué à travers le Purdue Model, là, mais c'est quelque chose à vraiment réfléchir parce qu'il y a plusieurs attaques qu'on a vues sur les TO qui se sont faites soit par la supply chain ou par des third parties parce que eux ils étaient attaqués. Puis là, il y a un accès direct à tous ces gens-là, donc ils sont rentrés puis ils en ont fait des choses. Ou même, des fois, juste que ton fournisseur de service est sur ton réseau. Une fois, j'ai entendu un client qui il était devant l'ordinateur, la workstation, puis là, il commence à voir la souris bouger. Puis là, il appelle le vendeur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il voulait juste montrer quelque chose à son collègue par rapport à votre situation. mais non, il faut pas que ça soit là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut continuer de sensibiliser, mais d'avoir des barèmes vraiment clairs par rapport à tout ce qui est des accès à distance. Il faut que ça soit contrôlé, il faut que ça soit monitoré, il faut que les gens regardent, il faut qu'il y ait des passwords, il faut que les gens qui sont sur site acceptent quand le fournisseur de service peut se connecter. Ça, j'en ai vu des affaires assez intéressantes ou des gens qui mettent juste des box, des employés qui veulent juste se connecter sur cette machine-là parce qu'ils veulent faire de quoi le soir puis ils mettent une box direct là. Après, nous, on arrive, des fois, on va faire comme des évaluations puis on va prendre des PCAPs, ce qu'on appelle, qui est comme toutes les données. Puis on va analyser puis on va voir qu'il y a cette box-là qui est là, qui ont oublié de déconnecter après d'avoir fait son affaire. Mais ça, tout le monde peut y accéder. Là. C'est souvent que ce qui arrive, c'est parti d'une intention qui était disons, légitime ou limite. Ouais. Mais en même temps, après ça, les gens oublient. Ouais. C'est là où ça devient dangereux. Ouais, c'est ça, les gens oublient, puis les gens comprennent pas pourquoi on a fait ça, il y a pas de documentation. Le gars qui travaillait sur ce projet-là, il est parti. Dans l'environnement, il y a très peu de documentation puis de partage, de savoir, on dirait, c'est vraiment toujours pour faire la production parce que c'est ça qui au bout du compte qui amène la business à l'entreprise la plupart du temps. Puis on veut que ça soit que ça roule et que ça fonctionne. Fait que on va souvent tourner des coins ronds sur ces affaires-là puis oublier ou de brancher des stations Wi-Fi à travers la petite cabane là-bas pour que le signal soit plus fort. Oui, j'en ai vu des bonnes. C'est fun après quand tu fais ton analyse, tu sais, t'as des beaux findings pour ton rapport qui sont intéressants. Ouais, mettons. Ouais. Non, mais c'est complètement fou. Mais tu sais, j'en ai vu des éléments comme ça, puis les gens oublient. C'est souvent ce qui arrive, c'est qu'ils mettent en place. Mais en même temps, ça m'étonne un peu parce que là, je bascule parce que j'ai quand même parlé avec vous autres sur le fait que quand tu fais un plan d'intervention en usine, tu dois super le documenter. Mais quand tu arrives en Théo, cette grosse documentation-là n'est pas présente. Puis c'est ça m'étonne un peu que la culture de devoir documenter ton plan d'intervention n'est pas égale à tout ce qui est la documentation des systèmes. Là. Ouais, non, c'est vraiment pas là, ça. Souvent, aussi, quand on va aller regarder la cybersécurité, on va aller regarder qu'est-ce que les ingénieurs font. Parce que souvent, eux, ils ont un peu cette nuance-là où, dans leur pratique qu'ils ont appris, ils l'amènent. Fait qu'on va aller essayer de chercher des trucs là pour... parce que, tu sais, des fois, tu arrives chez des clients, puis tu leur dis, il faut que tu te fasses une gouvernance de A à Z. Tu sais, c'est gros, c'est un gros projet, ça leur tente-tu vraiment? Tu sais, est-ce que le bénéfice va être là? Fait que d'aller travailler avec les ingénieurs qui, eux, peuvent te donner des documentations tu changes quelques trucs, puis vraiment de travailler ensemble, un peu comme, oui, on essaie de fermer le fossé entre les TI et TO, mais aussi avec tes équipes d'ingénierie qui peuvent t'aider parce que eux ils ont de la documentation souvent ou ils ont des informations. Je pense que la cybersécurité, c'est vraiment dans le milieu de tout ça, puis il faut que tu t'arranges d'essayer d'aller chercher le plus de tout le monde pour créer ta base, puis après, tu vas pouvoir monter avec ça.
Oui, absolument, mais puis en TI, on a aussi, là, t'arrives à un projet de gouvernance, puis là, les gens ont peur, mais c'est parce que pour une raison obscure, on n'est pas capable de le vendre comme il faut, puis on l'explique de façon à ce que ça devienne démesuré quand c'est juste c'est juste une mise en place de processus de rigueur, de choses comme ça qui normalement en ingénierie est déjà présent aussi dans la plupart de ce qui est fait. Donc de l'aborder dans cette sens-là comme tu le mentionnes, je pense que c'est une belle façon d'arriver à faire basculer, à augmenter le niveau de documentation, puis qu'on arrête de faire comme les gens de TI faisaient il y a 15 ans. On faisait ça en cachette, on mettait plein d'affaires, on les oubliait. Puis il y en a encore qui nous mordent, là, on voit encore dans les journaux. C'est toutes des vieilles affaires comme ça qui ont été mises en place du côté de TI, qui sont juste, il faut juste nous rattraper, on l'avait oublié, c'était là, des choses comme ça. Puis c'est un cas, je pense, lui, public. Le gouvernement du Québec avait fermé tous ses systèmes pour Log4j dans le temps des fêtes il y a 2-3 ans. Et ce que ça a fait comme chose, c'est qu'ils ont coupé, je pense, plus que 10% des sites n'étaient même plus utilisés. Donc, dès lors, ils ont juste décommissionné. Fait que ces travaux-là ont permis de faire un nettoyage de choses qui traînaient là et qui servaient strictement à rien. Justement parce que cette intervention-là a eu d'autres bénéfices en plus de corriger le système. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Pour une fois que c'est bien. On va basculer. Puis là, c'était le fun d'en parler aussi. Tu as fait une référence, les AD. Parce qu'on va utiliser une structure d'identité du côté Théo, parce que dans le nombre tu parlais d'XP, normalement, il faut les rallier, ces machines-là, il faut les gérer. Donc, généralement, on va apparaître ce genre de choses-là, mais il y a des éléments à prendre en considération. Oui, souvent, dans les Théo, on veut s'assurer. La meilleure solution, la meilleure façon de le faire, c'est que tes IT ont leur AD, puis tes TO ont leur AD, puis il n'y a aucune liaison de confiance, il n'y a rien entre les deux. Tu veux vraiment que ça soit deux séparés. Après, je te dirais pas que c'est ça, c'est pas ça le plus dur à faire. Je pense que c'est souvent dans les TO, ceux qui vont implémenter le AD partout. C'est pas nécessairement des gens qui font ça tous les jours. Donc, souvent, on va regarder, tu sais, comment que ça a été mis en place. Il y a un peu de rigueur à les mettre, puis que ça pourrait être fait avec la documentation. Mais c'est vraiment important vraiment d'avoir chacun leur AD, puis qu'il n'y ait pas de relation de confiance. Puis ensuite, qu'on aille plus loin dans ça, mais que soit on crée des workgroups, puis vraiment de créer des contrôles de sécurité à travers le AD, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se connecter, qui a des admins, des comptes de admin, parce que trop souvent, on en voit on en donne à tout le monde en Théo parce qu'ils peuvent tout changer. Ça, c'est vraiment important d'avoir cette rigueur-là. Ensuite, de vraiment faire l'implémentation de ton AD de la bonne façon. Ouais, mais même en TI, je vois beaucoup de AD qui font dur, fait que c'est une bébite qui est difficile à contrôler, puis tu mets ça dans les mains de gens qui font pas ça de leur cœur de métier, ça devient difficile ensuite à mettre en œuvre, puis de s'assurer que c'est bien, que c'est bien droit tout ça. Là. Non, mais c'est ça, puis c'est là que je pense que de rejoindre un peu avec l'équipe TI, mais ça permettrait d'avoir des meilleurs, tu me dis peut-être que non, mais je suis sûre que eux, ils font mieux, parce que pour quelqu'un qui ne fait ça jamais, c'est pas son cœur de métier, entre quelqu'un qui c'est son cœur de métier, mais qui le fait pas nécessairement avec rigueur, je trouve que c'est quand même mieux quand tu as une connaissance quand même plus approfondie du système puis des bonnes pratiques, même s'il te manque un peu de rigueur, parce qu'en TI, c'est un élément qui manque beaucoup sur la rigueur, là, mais en tout cas, ça c'est un débat en soi. Mais c'est ça qui est intéressant de rejoindre ces équipes-là pour ces types de solutions-là qui sont la même chose au final. C'est juste qu'il faut travailler en alliance parce que les gens qui font la maintenance ou qui gèrent la production puis tout ce qui est des programmes qu'il y a sur les PLC, on appelle ça de la ladder logic. Eux, comme tu as dit, c'est pas ça leur corps de métier. Il faut que ça roule, il faut que ça continue puis il faut que ça produise. Donc, d'aller apprendre comment gérer un AD, c'est pas nécessairement la meilleure c'est pas un bon usage de leur temps. Là. Exactement. Tout à fait. On va aborder le dernier grand volet, je pense que de choses à aborder, c'est le manque de visibilité. On a fait référence, c'est compliqué. Je vais répéter la phrase qui a marqué les gens. Un ping peut arrêter un bouton de fonctionner.
Donc, ça devient très difficile d'avoir de la visibilité au sens classique TI. Il y a des moyens qu'on s'est développés, donc il doit y avoir d'autres stratégies qui doivent être regardées du point de vue Théo. Ouais. La visibilité en soi est vraiment un problème dans tout ce qui est Théo. On en a très peu. Donc, c'est pour ça, tu sais, dans l'architecture de référence, je parlais qu'on va mettre beaucoup de contrôle de sécurité en amont parce que c'est vraiment là que tu vas pouvoir faire de la détection, de la réponse et tout ça. Parce qu'après, quand tu arrives dans tes TO, ça commence, mais on commence à avoir de la visibilité, on commence à avoir des solutions qui permettent d'avoir cette visibilité-là. Mais c'est encore très peu, puis c'est des solutions qui coûtent encore très cher, donc c'est pas tout le monde qui peut se les offrir. Quand j'ai commencé à faire des TO, c'est ça, la première chose qu'on m'a dit, c'est on ne ping jamais un PLC. On ne ping pas dans un OT network, jamais. Qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va avoir des solutions qui sont passives, donc qui écoutent ton trafic. Qui se passe sur ton réseau. Puis ces solutions-là sont capables de reconstruire qu'est-ce qui se passe dans ton réseau, quel type d'actifs que tu as dans ton réseau. Donc, les solutions sont bonnes, sont pas les meilleures qu'elles pourraient. Fait qu'ils vont être capables de dire, ça, je pense que c'est un PLC, ça, je pense que c'est un HMI, ça, je pense que c'est une workstation. Mais il y a vraiment tout un travail d'intégration à faire avec ces solutions-là. Un peu trop souvent, on va mettre ces solutions-là dans les réseaux Théo, puis on va penser que c'est comme un antivirus, puis ça fonctionne, c'est bon, on n'a plus rien à faire, on s'en va, merci, maintenant on a une visibilité. Mais il y a tout un travail d'implémentation, de comprendre c'est où qu'on peut mettre les sensors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir. Après, on peut renommer les actifs qu'on voit, puis c'est un travail de longue haleine, puis de précision. Parce qu'il faut connaître bien ton réseau puis savoir quel actif fait quoi puis avec qui parle. Puis après ça te permet d'avoir une solution qui est accessible sur ton réseau puis qui te permet de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur ton réseau Théo. Mais pour le moment, c'est pas implémenté partout, mais c'est vraiment des solutions qui sont passives. Il y a certaines solutions qui vont aussi offrir un scan actif pour certains device, un certain ordinateur. Fait que quand tu le sais que celle-là, c'est une workstation, par exemple, que c'est un ordinateur, ben tu peux faire un scan actif sur juste celle-là. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Mais il faut vraiment faire attention à cela pour pas que tu te retrouves à faire un scan sur tout ton réseau, un scan actif, parce que là, ça va pas bien. Ouais, ben c'est ça. Puis je pense que dans l'épisode d'introduction sur les OT qu'on parlait justement, il y avait un bras. Quand il avait été scanné, il était parti en vrille, puis il avait commencé à bouger de façon aléatoire et il avait endommagé je pense, l'édifice ou le camion. Ouais. Justement parce que... Vas-y. Non, mais c'est bref. J'ai pas plus de mémoire de ce que c'est, mais c'est que bref, ça avait créé ce genre de choses-là. Fait qu'il faut être très, très prudent avec ça. Le ping, là, j'avais trouvé ça intéressant quand dans ta présentation, justement, tu avais mis l'image forte que le ping peut faire comme le bouton n'a pas beaucoup de capacité de traitement. Ben, le ping va consommer cette capacité de traitement au complet, donc va faire que le bouton ne fonctionnera plus. Je trouve ça fascinant comme idée et à quel point ça vient changer la façon qu'on a la perception des choses, où on n'est pas avec des équipements ultra performants, on est des équipements minimaux qui servent à leur fonction. Et généralement, ça a été genre un add-on qu'on a mis plus tard, de mettre ça en TCP/IP par-dessus, puis ça consomme toute la capacité. Là. Exactement, c'est ça. C'est sûr que c'est les plans aussi, souvent au Québec, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que des entreprises se sont bâties par acheter. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose, l'autre a mis quelque chose par-dessus. Fait que tu te retrouves des fois avec des vieilles affaires qui sont gérées avec un nouveau système. Fait que c'est là que ça devient un peu plus problématique. Mais aussi, qu'est-ce qui est super intéressant des TO qu'on n'a pas abordé, c'est des processus qui sont pris, qui sont faits, ta production en TTO, puis qu'ensuite, une fois que ça a été fait, ça a besoin d'un accord TI, on pourrait appeler. Fait qu'on peut penser à une chaîne de production qui fait... je vais pas nommer quelque chose qui est pour mes clients, mais on peut penser à une chaîne de production de souris, par exemple. Puis, à chaque fois, ta chaîne de production, à la fin, va mettre un collant dessus avec un
un scan que tu vas aller pouvoir prendre tu vas pouvoir scanner pour savoir où tu l'envoies, à quel magasin, c'est qui l'a commandé. Cette liaison-là entre les systèmes TI et TO est super importante d'être protégée parce que des fois, on peut penser qu'il y a une attaque sur ton système TI. Tu vas penser, ah non, mais je vais pouvoir continuer à faire de la production, mais si tu n'es pas capable de sortir tes trucs, tu pourras pas rien faire. Ta production doit être arrêtée quand même parce que tu seras pas capable de facturer, tu seras pas capable d'aller chercher l'information sur les nouveaux produits que tu as créés. On peut penser aussi à des produits qui sont périssables. Tu peux pas les sortir, mais si dans une semaine ils sont pas sortis, c'est fini. On peut penser à de la viande. Fait que c'est aussi l'interconnexion entre TI et TO, il faut vraiment faire attention. Puis ça, c'est avec le manque de visibilité. Souvent, on va pas le voir jusqu'à temps qu'il arrive un incident. Par contre, si tu as un système qui te permet d'avoir la visibilité, tu vas être capable de comprendre toutes tes étapes. Puis tu vas être capable de comprendre que tu es interrelié, puis il faut que tu fasses vraiment attention. Peut-être que le système qui te permet de scanner les nouvelles souris que tu fais, il faut que tu le mettes sur une enclave à côté qui est pas dans ton business, qui est pas nécessairement avec toutes tes TO ton cœur, mais qui va être dans une enclave au niveau 3 ou peut-être dans ta DMZ. C'est à valider selon l'architecture qui est en place, là, mais... Ouais, des fois, c'est étonnant. J'ai vu des cas comme ça, puis souvent, le cas classique, là, si tu prends tes choses de souris, c'est que tu as genre un gros ERP en arrière qui contrôle tous ces éléments-là. L'ERP vit principalement du côté TI, mais est en interaction avec le côté TO très fortement à des points où l'enchaînement des séquences de traitement vont se faire à travers l'ERP qui vit du côté TI. Donc, si les TI tombent, la production, incidemment, va suivre une partie ou la totalité de celle-ci. C'est le cas classique, là. Les gens, ils oublient, ils pensent que le ERP est un projet de TI. Non, en général, le ERP, c'est un projet faussement TI, mais qui a beaucoup d'impact sur le TO. Puis c'est là où il y a très peu de compréhension de ce que c'est, ce qui s'en va. Puis on en retrouve dans tout ce qui touche moins d'abord de la production. Puis je me rappelle à de très vieux systèmes chez un de mes clients, très anciens d'ailleurs. Ça contrôlait des éléments insoupçonnés. Et bref, dans leur cas, ils l'avaient trop personnalisé, puis il y avait certains problèmes avec ces éléments-là. Mais ils ne comprenaient pas, puis maintenant, ils tombaient en panne, puis la chaîne de production est tombée complètement. C'est à ce moment-là. Chaque client-là a pris son système, parce que du côté Théo, il disait, c'est plus les gens de TI qui gèrent ça, ils gèrent ça comme... Ils savent pas, ils comprennent pas les impacts des actions qu'ils posent. Ouais, c'est super intéressant ça aussi. Puis quand tu parlais d'autonomie de référence, ton ERP descendait du côté du niveau 3, je pense que tu mentionnais. Puis tu le descends de ce côté-là. Et là, étonnamment, c'est les TI, ils accèdent à travers la DMZ, mais que c'est eux qui sont limités et non généralement l'inverse, que dans lequel, en tout cas, bref, dans ce setup-là. Exactement. Puis ça me fait penser qu'on n'en a pas parlé tantôt quand je parlais de l'architecture de référence. Mais quand on va parler des pare-feux, tous ceux qui sont en bas de ta DMZ ou même en haut de ta DMZ, on va vouloir que ceux-là soient gérés par TTO. Parce que eux, ils vont te mettre un peu moins de règles, ils vont être un peu plus... ils vont faire un deny en premier, deny all, puis ensuite autoriser certains. Ils vont gérer d'une certaine façon avec plus de connaissance du réseau TO de qu'est-ce qui doit sortir puis pas qu'est-ce qui doit rentrer. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va recommander, c'est que tes TO vont gérer tes pare-feux, ceux qui sont en bas de ta DMZ, justement pour ne pas avoir ce genre de problème-là. Tout à fait, tu reviens à la connaissance, tu as fait tout le volet de connaissance, de mappage de ton réseau, parce que ça demeure dynamique quand même si on a quand même un certain degré de contrôle. Puis comme tu mentionnais, au Québec, mais probablement ailleurs dans le monde aussi, tout se fait par acquisition. Fait que c'est des systèmes qui s'empilent énormément. Donc, puis cette connaissance-là s'en va aussi. Puis c'est un élément un peu plus triste, c'est qu'à l'heure actuelle, ceux qui avaient les connaissances complètes des anciens systèmes sont soit maintenant à la retraite. Donc, cette connaissance est partie. Et on parlait de documenter, ça ne l'est souvent pas. Puis des fois, il y a même des systèmes qui ont le problème. Puis on m'a conté un cas. Je me rappelle pas où. Mais justement, il y avait plus de personnes qui avaient la connaissance pour repartir le système. Donc, il y avait l'enjeu critique pour l'organisation, c'est qu'il n'y avait plus personne qui connaissait la séquence d'enchaînement des différents modules. Pour ça, fait un arrêt
est un enjeu pour l'entreprise parce que si la séquence automatique ne fonctionne pas, il n'y a personne qui est capable de ramener à production. Donc, son matin, il était un peu stressé, mais je trouve ça un peu étonnant que ça soit pas plus documenté ça, puis la visibilité soit complètement quasi nulle. Non, tu vois, on va en parler dans l'épisode de gestion des incidents. Là. Je ne veux pas trop en parler, mais ça fait partie des questions que je pose. Si demain, là, imagine, là, il y a un ransomware, tu n'as pas de backup, tout est foutu, puis là, tu repars à zéro. Qu'est-ce que tu pars en premier? Là, à chaque fois dans ces meetings-là, c'est super intéressant parce qu'il y en a un qui dit un système, il y en a un autre qui dit un autre, puis il y en a un autre qui dit un autre. Je suis là, bon, ben, je pense que j'ai ma réponse. Puis à partir de là, faut commencer. Mais ça, en théo, tu le vois souvent. On ne sait pas c'est lequel qu'il faut partir en premier, quel qu'il faut faire. C'est présent à 100%. C'est un peu triste de voir ça comme ça. Là. Ça me fait penser aux les vieux systèmes TI étaient comme ça aussi, mais ça, il y a longtemps, on est passé par-dessus ça. On repasse souvent les choses que vous avez vues dans les TI. C'est ça qui est quand même bon parce que vous avez l'expérience, les TI ont l'expérience. Fait que vraiment de travailler en cohésion, ben ils l'ont déjà vécu. Fait qu'on peut essayer de travailler ensemble. Sauf qu'il y a des nuances à faire attention. Mais ouais. Genre, mais de toute façon, en TI, on a le même problème qui est en train de se présenter. La perte de connaissances par les retraites est en train de se faire aussi. Là. Fait qu'on est dans le même, un peu dans la même situation que les TO en ce cas-ci, mais pas pour les mêmes raisons, puis pas pour les mêmes niveaux de connaissances. On a fait un bon tour d'horizon du sujet. Je pense qu'on l'a pas mal vidé, à moins qu'il y ait d'autres choses que tu penses qui seraient intéressantes d'aborder. Là. Non, je pense qu'on a pas mal passé. Sans vouloir inventer notre prochain sujet, parce qu'on va présenter un autre sujet. On va parler sur la gestion des instants, mais on ne veut pas l'inventer ici. Fait que je vais éviter de faire ça. C'est ça un peu le petite marche que je fais autour, parce que je vais un peu m'éviter d'aller là. Ouais, on va garder des scoops pour l'autre. Excellent, mais je te remercie beaucoup de ta participation, Ségur, ça a été super génial. Ton intervention a été très bien accueillie, justement, je reviens sur le ping, ça a frappé l'imaginaire. L'objectif était justement d'ouvrir cette communication-là entre les TI et TO. Je crois qu'on a fait un bon pas cette fois-ci. Et merci de cette partie de prêter à l'expérience pour le podcast que suit. Avec plaisir, merci de l'invitation. C'était très bon. Merci.